2 minutes, please. Okay. So we have done the CO2 constraint case, and ideal energy mix is obtained. So well balanced between investment and fuel saving is achieved. So, and we also have done the nuclear phase out case scenario, and by the simulation, the contribution of the fossil power decline and nuclear power would also decline. So such place is mostly replaced by natural gas until around 2050. And by large-scale introduction of fuel cell since 2080. So nuclear phase-out scenario has two problems. One is increasing energy cost, as mentioned, IEA people said. And another is little room for countermeasure. It's very difficult to make countermeasure and large uncertainty for their technology development. So nuclear phase-out case unbalance appeared between investment and fuel saving, and the burden is out on the developing countries increased largely. So therefore, rational use of nuclear power is requested. That is, each country should make decision. Japan, the several European countries would be also phased out, while China, India, Asian countries will continue to seriously introduce nuclear. And if Mr. Ojeto, sorry, please 1 minute. Yes, okay. You need to end. Thank you. If the large accident happens again anywhere, it would become the global phase-out in the world. So, therefore, rational unified safety standards, such as the organizational structure, design and operation, and regulation form, such kind of things should be reviewed based on the Fukushima Daiichi problem, worldwide analysis, and established in the world. Thank you very much. Alors je vais poursuivre de la gauche à la droite pour les 5 minutes chacun. Ensuite, on démarrera, j'espère, rapidement les questions-réponses. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Michael Maklingoff, qui est ancien vice-président du grand groupe E.ON en charge du nucléaire. Moi, il nous donnera son analyse. Mais en tant qu'énergéticien, j'aimerais qu'il nous donne son point de vue donc en termes de production énergétique. Est-ce que Fukushima annonce la fin du nucléaire à l'image du retrait allemand, ou est-ce que, au contraire, le secteur du nucléaire est capable de s'adapter et qu'il faut uniquement prendre un peu plus de mesures de sûreté, que les mesures de sûreté sont déjà prévues aujourd'hui. Donc, quel est votre point de vue aujourd'hui en tant qu'énergéticien du développement du nucléaire et de l'importance du secteur du nucléaire dans le mix énergétique? So, you can start. Thank you. Thank you very much. First, I have to thank you to be invited here to be in this country. I've never been before. As a person from Central Europe, it's always interesting to come in a different culture and also to learn how the perception of issues is different in different cultures. And particularly the nuclear issue is seen by the public very different in different cultures. That we have already discussed it, and we will see it in the future too. Also, the Fukushima event has been seen different in different cultures and different countries across Europe, and this is a very interesting observation. So I thank you being here to learn how the perception of your countries is about carbon, CO2, energy, nuclear, etc.
And I have to thank you, Mr. Slaoui, for the kind introduction. You said I'm a former senior vice president of E.ON, but it was a former, so I'm not representing E.ON here. I must be very clear. So you can see me as just an expert on nuclear issues, and I can give you my personal view on anything, also on the German situation, but not as an E.ON representative. Yeah. So I was going to give you my view on the position paper you have prepared, and I guess it has also been published in the program. But in view of the time, I will make it short, very short, and I will give you some views also on the Fukushima event and on the German situation then. So on the position paper, there's, I guess I have a yes, I have a no, I have a question mark. The no, just for the records, there was written after the German phase-out decision, it is expected that Sweden will follow. I think that's not the case. All the discussion I have in Sweden, where also E.ON operates power plants and discussion with the governments, this is not the case. That they have reconfirmed their new build ambitions. I think the yes, I don't have to go into details. There have been also discussed here about India and China and other things you mentioned in your position paper. I think that's all agreed with me. So I come to the bullet point at the end of your paper. And maybe I will not go into all the bullet points because of lack of time. One bullet point, and the third one was, is nuclear necessary in the future? I would say no. There are alternatives, of course. As has been mentioned, coal is a very nice alternative because it's there, it's cheap, and of course it has some drawbacks because of the CO2 emission. There are renewables, there can be developed, and as had been mentioned before, they are expensive. There are technology questions around it because you need storage facilities to store energy from the sun, from the wind, and there's no realistic storage technology available at the moment, but it can be tackled. So, and of course we need transmission lines, and you're probably aware of the Desertec project, where also E.ON is involved. You need transmission lines from here to Central Europe, if you want to go to Central Europe with this. So I don't think this is a matter which we can solve easily. And it has been mentioned before by Mr. Menkenbusch, there's a compromise, which is gas. It's a golden age of gas, as Mr. Menkenbusch said, and I guess it's true. It's because gas, it's not too expensive. It emits less CO2 than coal, but still it emits. Yeah, and it's cheap, I would say, also to build power plants on the basis of gas. So if you have all these alternatives, including nuclear, it is a political decision what to do. And there's this famous triangular or three pillars, as you somebody tell it. You have to balance, as a politician, the economical question: can you afford this kind of energy? Can you afford? Is it energy source contributing to security of supply? And is it affordable? No, is it? I said affordable before. Is it compatible with the environment? So you have three pillars, and you have to make a prudent decision on those three, all three aspects. What energy mix you are aiming for, and many countries in this world have done this in a very thorough process. I know it in UK, where I worked a lot, and they have decided, of course, to promote renewables and promote nuclear on these three aspects. So other countries have done similar decisions, and some came to different results, particularly in Germany. Of course, I don't think they made a real thorough
investigation in all of the three aspects. But at least the political decision was taken, and I think it's up to the politicians to make the decisions. In your position papers, you ask, is it a question for technocrats or for politicians? It's clear for me it's a decision it's a political decision, and of course it's an economical decision. But I think the politicians have to take into account the economy. And some years ago, we are not so much, I must say, 20 years ago, not so much talking about CO2, but we were talking about the limited resources of oil and gas and other natural resources. But you have to know money is also a very limited resource. You cannot grow it somehow. So this is one of the questions to your bullet point: is nuclear necessary? It's not necessary. You have alternatives, but you have to make a choice with all the drawbacks. And at the moment, it seems that gas is some kind of compromise. And I have to say, I was in charge for nuclear new build. Nuclear is also very expensive, so you need money for this, and it's not. So it's also it's the drawback. No? It's not a cheap energy. Coming to to the headlines of this podium session, is Fukushima the end of the paradigm? I must clearly say I don't know. As has been mentioned by Mr. Benkenbusch, the Energy Outlook has been just published, and they expect, which is also very prudent, not a huge growth of the nuclear share in the energy production. They assume more or less a constant share of nuclear production in the next 25 years until 35. But as the energy at large rises, there will be a growth of 70% in this projection. So this is what I wanted to comment on your position paper. Maybe I can give a short personal view on the Fukushima event. Mr. Ujita already described what happened, but if you look at the root cause of it, it's not the Tsushima. It's a lack of prevention against the tsunami. I think in the nuclear industry, in general, internationally, you look at the one side and you look at the probability of external hazards. And I can say you in Germany, for instance, we do look at it, what can happen in 10,000 years to this size, for an earthquake or any other things. If they would have done it in Japan, nothing would have happened. They didn't took the right precautionary measure against this height of flooding. If you look at 100 years ago in this area, 1,000 years ago, such flooding is not abnormal. So for a nuclear power plant, you have to make those precautionary measures, as has been done, as I learned, for most of the Japanese power plants, except Fukushima. So, thank you. Alors avant de donner la parole à Saïd Mouline, c'est pas pour un peu contredire ce qui a été dit, mais donner le point de vue de ceux qui défendent le nucléaire. Alors ceux qui défendent le nucléaire et qui disent que le nucléaire est une source d'énergie, alors je ne dirais pas indispensable, mais une source d'énergie qui est très prometteuse et très importante, notamment pour les pays émergents qui ont une très forte croissance de la demande énergétique. Alors quelques avantages compétitifs selon l'industrie du secteur nucléaire, dont certains sont bien évidemment cautionnés. Alors il y a d'abord la question du prix. Effectivement, vous l'avez dit, Ulrich, l'investissement est lourd pour le nucléaire, mais les chiffres sont là.
L'éolien coûte 2 fois plus cher que le nucléaire. Alors, je peux vous donner quelques chiffres, mais on estime à de l'ordre de 30 euros par mégawattheure le coût de l'électricité nucléaire, quand on est au moins du double pour l'éolien. Pour le solaire, on parle de 120 euros après une réduction importante ces dernières années, 120 euros le mégawattheure. Donc, le nucléaire est en termes de prix compétitif. Deuxième argument du secteur du nucléaire, c'est que notamment pour un certain nombre de pays qui sont dépendants énergétiquement, notamment des pays européens, mais aussi un pays comme le Maroc qui est dépendant à 97% de l'étranger, l'uranium ne représente que 5% des frais d'exploitation d'une centrale nucléaire. Donc on n'est pas soumis, dans le secteur du nucléaire, aux mêmes problématiques de variation de prix que le pétrole et le gaz. Donc il y a la problématique d'indépendance énergétique. Et puis le troisième argument contre ceux qui sont, troisième argument en termes d'environnement, le nucléaire peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle de 37 grammes de CO2 par kilowattheure, 37 grammes de CO2 par kilowattheure pour le nucléaire, contre 1005 grammes pour une centrale à charbon. Donc 37 grammes contre 1000 grammes pour le charbon. Donc c'est un autre argument pour dire que le nucléaire peut être une source d'énergie intéressante. Donc ça, ce sont quelques arguments, mais c'était pour laisser la parole à nos deux speakers. Donc Saïd Mouline, qui est le directeur de l'ADRE, de l'Agence de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Merci. Merci, M. Slaoui. Je tiens à remercier l'Institut Amadeus et l'invité au MedDays. Et nous sommes ici à Tanger. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus de loin pour venir au Maroc et à Tanger. Probablement que cette énergie que nous avons ici aujourd'hui... Ah, no translation. OK, I can speak in English. Oula, mais les autres, oui. Ça traduit, c'est bon? OK. Probablement que l'énergie que nous avons ici aujourd'hui vient de l'éolien. Nous sommes à Tanger, une des régions les plus vantées au monde. On a des vitesses de vent exceptionnelles. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de mégawatts dans la région installés. I was just saying to welcome everyone here coming from abroad and to say that we are probably using wind energy. Mainly, I think that the electricity that you have here is coming from the wind project that we have all around Tangier, where there's a very windy area. And we are glad that today there is a debate. Je passe en français. D'accord. Je disais aussi, donc, deuxième partie, c'était pour... notre pays est un pays très dépendant, ça a bien été dit. Nous avons une obligation de réduire cette dépendance. Nous sommes à plus de 95% d'importation de toute notre énergie. Et nous nous devons de diversifier au maximum. Et c'est pour ça que dès les années 60, le nucléaire a été pris en compte dans les recherches, dans les études. OK, c'est bon? Je continue en français? OK. Donc, le nucléaire est une longue histoire au Maroc. Dans les années 60, nous avons déjà commandé un petit réacteur qui est aujourd'hui opérationnel pour produire des radioisotopes, pour faire de l'expérimentation dans le nucléaire, dans l'utilisation donc des produits, des radioisotopes pour la santé, pour l'industrie. Donc, maîtriser cette filière était important pour notre pays, pour qu'un jour, on puisse développer, à l'époque, c'était ça la vision, des grandes centrales électriques, comme ont fait beaucoup de pays européens. Il faut tenir en compte de la dépendance énergétique d'un pays, mais de dire aussi qu'à cette époque-là, on nous disait que c'était ce qu'il y avait de plus sûr, de plus sécure, et qu'un accident était pratiquement impossible. On va parler de Fukushima, mais il y a eu Three Mile Island, il y a eu ensuite Tchernobyl, et il y a ensuite Fukushima. Je crois que dans notre pays où nous prévoyons de développer le nucléaire quand le réseau pouvait l'accepter, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le nucléaire c'est tellement gros, les
plus petites centrales sont tellement importantes que pour pouvoir les intégrer dans des réseaux électriques, il fallait avoir une capacité suffisante. Le Maroc n'avait pas la capacité suffisante et on disait qu'en 2020, la capacité suffisante serait là. Et à ce moment-là, on pourrait introduire des centrales de 1000 MW pour produire notre énergie électrique. Entre-temps, 3 grands événements, je les ai cités, Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima. Je cite tous les 3 parce qu'auparavant, on disait que s'il y a un incident, c'est lié à un problème de mauvais management ou de technologie qui n'était pas fiable. Ou aujourd'hui, ce n'est pas le problème du nucléaire, en fait, à Fukushima, mais c'était lié à un événement qui est un tremblement de terre et un tsunami. Ce qui est vrai. Mais attention, lorsqu'on fait les études de risque, et surtout dans le nucléaire, aujourd'hui, quand on connaît l'impact d'un incident, 20 ans, 30 ans après, Tchernobyl, on a aujourd'hui une expérience où la région est encore sinistrée 30 ans après. Donc nous sommes dans un schéma où le nucléaire n'est pas comme les autres. Il faut penser que cette filière a beaucoup d'atouts. Vous avez cité certains, surtout sur le prix, on peut en discuter, mais a beaucoup d'atouts en termes d'émissions de CO2, d'indépendance énergétique pour certains pays. Mais attention, ne pas oublier que cette filière a des spécificités liées au risque, liées à la gestion de déchets sur 10 000 ans ou plus. Lorsqu'on parle du coût du nucléaire qui est le plus bas, lorsqu'on intègre ces coûts, on part sur un autre modèle. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur un pays qui n'est pas encore dans le nucléaire. Quand on est déjà dedans, et c'est là aussi que ça nous a amené à nous poser des questions, quand on voit des pays aisés sortir du nucléaire aujourd'hui, vous avez cité l'Allemagne, mais il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Donc nous sommes en train de vivre quand même un nouveau modèle. Et cette remise en question du nucléaire, sachant que des pays continueront, je pense que les filières, aussi bien fossiles que nucléaires, vont continuer encore pour plusieurs dizaines d'années. Mais à un rythme, et vous l'avez bien montré dans votre rapport, je crois qu'on a vu les croissances aujourd'hui des différentes filières. Qu'est-ce qu'il y a le plus de croissance dans le secteur de l'énergie? L'an dernier, les renouvelables, en pleine crise mondiale, les investissements ont atteint 210 milliards de dollars. On était à 30 milliards de dollars il y a 7 ans. Donc, on est dans un nouveau schéma. Bien sûr, c'est des énergies qui n'ont pas une grande part, quoique les renouvelables dépassent le nucléaire dans le bilan énergétique mondial, électrique mondial. Vous avez les fossiles, pratiquement 70%, les renouvelables, presque 20%, et le reste, c'est le nucléaire. Pour vous dire qu'aujourd'hui, dans l'électricité, oui, on peut se passer du nucléaire, parce qu'il ne représente même pas 15% de l'électricité mondiale. Donc c'est vrai. Mais quand des pays ont décidé d'être plus proactifs et d'avoir une stratégie nucléaire importante, et bien sûr la France en est un, il est difficile aujourd'hui de remettre tout cela en question. C'est pour ça que nous pensons qu'il y aura d'autres réacteurs nucléaires, il y aura d'autres pays comme les grands pays émergents qui ont un réseau capable de développer ces filières. Et surtout, un autre point, je voulais aussi citer, c'est le volet développement industriel qui peut être lié à ces filières. Autant dans le nucléaire, les grands pays peuvent se développer, et le font d'ailleurs, on voit aujourd'hui des pays comme la Chine, comme la Corée, comme le Japon bien sûr, avec les pays européens et américains, avoir des industries nucléaires. Mais il est très difficile de développer des industries dans les pays du Sud liées à cela, surtout quand la taille du marché ne le justifie pas. Dans le renouvelable, ce n'est pas le cas. Donc il y a un autre volet intéressant par rapport au nucléaire, c'est la création d'emplois dans les pays qui vont développer le renouvelable. Donc le Maroc a décidé d'une stratégie. On avait une vision sur le nucléaire. On attendait que la capacité du réseau soit capable d'introduire un réacteur nucléaire. C'est remis en question, c'est rediscuté et c'est normal après Fukushima. Et tous les pays qui sortent, mais tous les pays qui voulaient y rentrer, doivent se poser la question, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Voir tous les impacts. C'est vrai que ça n'émet pas de CO2. Les renouvelables n'émettent pas de CO2 aussi. Les renouvelables permettent l'industrie et la création d'emplois qui va avec. Et je ne veux pas oublier un point, les risques nouveaux. Les risques nouveaux, il y a ceux qui sont liés au changement climatique.
est-ce que le tsunami ou est-ce que était lié un peu au changement climatique ou au développement qu'a connu la région. On a parlé de barrières de coraux qui permettaient de réduire un peu Est-ce qu'il y a des liens à tout cela? Il y aura des phénomènes naturels plus violents. Ça, c'est ce que disent les changements climatiques, dus au fait, et c'est un peu peut-être la nature qui se venge, hein, mais il faut qu'on soit très vigilant à ce niveau-là. L'autre volet, ce sont les risques liés au contexte. Une guerre civile dans un pays où il y a des centrales nucléaires, c'est très sensible. Les risques terroristes, il faut les prendre en compte aujourd'hui d'une façon plus importante. Donc le nucléaire n'est pas une filière comme les autres. Nous parlons aujourd'hui du nucléaire. En ce moment, en Europe, il y a une radioactivité dont on ne sait pas, minime, pas dangereuse, mais elle a été annoncée hier encore par la presse. On ne sait pas d'où ça vient. Le problème du nucléaire, c'est que pour trouver les failles, pour trouver les fuites, ce n'est pas du tout facile. Et il faut être très très vigilant et avoir une rigueur dans la gestion de cette filière impeccable. C'est vrai que nos amis japonais n'ont pas, comme ça a été dit, étudié le risque complètement lié au tsunami. Et je vous rappelle que Fukushima n'est pas un problème d'incident nucléaire, c'est un problème lié à un tsunami très violent. Mais c'est là où on dit attention au nucléaire. On ne peut pas prévoir tous les risques. L'homme ne croit pas tout maîtriser. Et les risques techniques, oui, on sait faire. On sait multiplier par 3 les nombres de pompes pour qu'au cas une tombe en panne, on sait avoir les autres pour refroidir le réacteur. Mais on ne sait pas tout prévoir et il faut être très vigilant. L'autre point, le dernier point, c'est que l'impact d'un incident, le Maroc est un pays très touristique. Est-ce qu'il faut rentrer dans cette filière, sachant que même si le risque est minime, même si le risque est, je dirais, peut être complètement maîtrisé, est-ce qu'il faut quand même rentrer dans cette filière? Voilà. Merci. Merci, M. Moulil. Alors, pour terminer les différentes interventions et enfin démarrer les questions-réponses, alors comme je vous le disais, nous avons avec nous Madame Martina Kruger, qui est ici en tant que représentante, en tant que chef de la division climat et énergie de Greenpeace Nordique. Vous connaissez tous le rôle important de Greenpeace dans la défense de l'environnement dans le monde, dans la lutte pour la protection de l'environnement. Elle va nous donner son analyse. Il est important pour nous de comprendre, to understand the position of Greenpeace, the arguments of Greenpeace against the nuclear. So thank you for being here with us. Thank you very much. Greenpeace has been taking up the issue of nuclear civil safety after the Chernobyl accident. Greenpeace is an organization that actually was founded in our opposition against the testing of nuclear weapons. But the dangers of nuclear civil energy we took up after the Chernobyl accident. And we said that there is no such thing as nuclear safety. Nuclear reactors are going into clean energies and not into false solutions. Thank you very much. Thank you. Alors je vais, étant donné le temps qui passe très très vite, poser 4 questions tout au plus pour vous ouvrir, pour ouvrir le débat à la salle. Donc je vais commencer avec Saïd Al-Khatib. سيد خطيب لقد رأيت مشكلة الكاتاستروف in Fukushima. My question is what is the point of view about the regulation in Japan? Is it a problem of security in Japan, of organization of the security in Japan? What is your point of view about the world regulation? Do we need a world institution of regulation? In French. Donc ma question est quel est le point de vue de M. Khatib, qui était ministre et président de l'autorité de régulation jordanienne, sur le fonctionnement des autorités de régulation japonaises? Est-ce qu'elles ont bien fonctionné? Première question. Deuxième question, faut-il do we need une autorité internationale pour réguler le nucléaire dans le monde? Thank you.